Putain, mais pourquoi ça marche pas? Tu sais Val, je ne suis pas un professionnel du Go, soit, mais je crois que pour jouer, il faut prendre les pierres dans les bols et les poser sur le plateau. Très drôle, Misogi, très drôle. Sinon, au lieu de te moquer, tu ne pourrais pas me donner un conseil, non? Genre sur comment déclencher le pouvoir que m'a donné Antenne. Ah, désolé, mais ça c'est impossible. Une skill, tu vois, ça marche à l'instinct, à la volonté. C'est pas un truc sur lequel on peut écrire un bouquin pour les nuls. Ok Val, ne relève pas, ne relève pas. Tu sais, tu pourrais essayer un truc plus simple pour commencer, non? Genre manger une pomme sans la toucher par exemple. Tu m'as pris pour Anakin dans l'attaque des clones ou quoi? Après, moi ce que j'en dis, hein. Tandis que t'en as rien à foutre du fait que je galère, oui. Putain, et en plus il faut que je tourne la prochaine chronique, mais j'ai dit que je voulais terminer ça avant. Putain de... Et si je la tournais, moi? Pardon, toi, présenter une vidéo des archives? Mais t'inquiète Val, ça va le faire. J'ai qu'à lire rester le texte après tout, non? T'es sûr de toi? Je peux vraiment te faire confiance là-dessus. Eh, je te rappelle que j'y ai participé à ce texte. Pour une fois que j'avais lu le sujet moi aussi. Alors t'inquiète pas, ça va passer comme une lettre à la poste. Allez, début du tournage dans 3, 2, 1... Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'aile manga des archives de Val, ou dans l'occurrence devrais-je dire les archives de Misogi peut-être. Viens-en au fait. Oui, c'est bon. Donc blablabla les archives de Val, et aujourd'hui nous ressortons le dossier Psyren. Psyren, ou Siren prononcé à la japonaise, est un manga qui fut prépublié dans le WS Jump du 3 décembre 2007 au 29 novembre 2010. Compilé en 16 volumes pour un total de 145 chapitres, nous le devons à l'auteur Toshiaki Iwashiro, et apparemment il n'a pas eu assez de succès pour être adapté en animé. D'ailleurs, sérieux? Encore une œuvre sans version animée? Mais tu le fais exprès, ma parole. Ça te pose un problème? Ah, à moi, non, mais après, t'étonnes pas qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui regardent tes vidéos aussi. Mais je t'emmerde, mon petit pote. Je fais des vidéos sur ce que je veux. Alors tu te dépêches d'enchaîner sur l'analyse, sinon je te fous tes putains de vis là où je pense. Ok, monsieur l'archiviste, ok. Putain, le relou, sérieux. L'histoire se passe à Tokyo en l'an de grâce 2008, retenez la date c'est important, où la population vit entre la crainte et l'excitation d'un mythe urbain appelé Psyren, un supposé lieu inconnu où serait envoyé quiconque ayant rencontré un individu mystérieux connu sous le nom de Nemesis Q. Dans ce contexte, nous suivons la vie de Hagea Yoshina, un lycéen légèrement délinquant sur les bords. Légèrement, ça veut dire qu'il propose aux gens de résoudre leurs problèmes, donc il est sympa, mais s'il a l'occasion de se battre, il crache pas dessus. Là où ces deux postulats se rencontrent, c'est quand un soir, Yoshina voit apparaître Nemesis Q devant lui, lequel disparaît aussitôt en laissant derrière lui une carte téléphonique avec écrit dessus le mot Psyren, ainsi qu'un symbole me rappelant étrangement l'emblème des héliotropes dans Dofus. Bref, suite à quelques événements chiants à raconter, Yoshina manque de se faire racketter la carte par deux anciens mecs de la Gestapo, visiblement, et n'arrive à leur échapper que grâce à la carte, justement, qui le téléporte dans un décor à la Mad Max. Là, il rencontre d'autres personnes, chacune possédant une carte, et parmi elles, il retrouve d'une part une camarade de classe qui semble savoir c'est quoi les bails, et d'autre part, un mec qu'il avait perdu de vue depuis quelques années. S'ensuit un survival où la moitié du groupe se fait charcuter par des monstres, et pour finir, nos trois amis trouvent le moyen de retourner dans leur ville, et prennent pour objectif de découvrir tout ce que ce merdier signifie. Ok, la présentation, c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que depuis le temps, vous aurez compris qu'ici on est plus axé analyse détaillée que présentation générale. Et là, pour le coup, on peut difficilement faire une présentation générale de Psyren, car c'est un manga scénario où chaque détail est un spoil potentiel. Du coup, si vous ne savez vraiment pas de quoi parle Psyren au-delà du synopsis que je viens de vous faire, je vous invite à guetter l'apparition de la petite alerte spoiler qui pourra apparaître en haut ici à l'écran. Et d'ailleurs, petite mise au point pour mettre tout le monde d'accord et éviter qu'on s'en mêle les pinceaux, j'utiliserai le mot Psyren pour désigner le manga en lui-même, et je passerai sur le mot Psyren avec le P prononcé quand je parlerai du monde post-apocalyptique. On fait comme ça? Mais pour le moment, on va commencer de manière posée par les personnages et le fait qu'ils sont regroupés en différentes factions, on va dire. Tout d'abord, il y a la faction des voyageurs de Psyren. Elle regroupe tous ceux qui sont rentrés en possession d'une carte Psyren qui leur permettra de faire des allers-retours entre le monde normal et le monde post-apocalyptique tant que les crédits de la carte ne seront pas épuisés et sous certaines conditions. Parmi eux, on retrouve bien sûr Hagea Yoshina, notre protagoniste, mais également Sakurako Amamiya, sa camarade de classe qui a déjà de l'ancienneté en tant que voyageuse, en témoigne ce sabre lors de sa toute première apparition dans Psyren,
et c'est également en quelque sorte à cause d'elle que Yoshina s'est retrouvé mêlé au truc. Il y a aussi Hiryu Asaga, un ami d'enfance de Yoshina qu'il avait perdu de vue. D'ailleurs, les trois sont censés se connaître depuis tout petit, je dis ça comme ça. Alors bon, c'est pas un problème en soi, il y a des clichés qui sont bien pires que ça, on est d'accord, mais bon, quitte à utiliser un cliché, autant mieux l'utiliser les mecs. Ça sert à rien de nous dire qu'ils sont amis d'enfance dès le début de l'histoire si ça n'a aucune importance par la suite, sérieux. Bon, passons. Ces trois lycéens sont donc nos personnages principaux, et avec l'aide de quelques autres personnes, dont une ancienne voyageuse qui leur apprendra à survivre dans Psy-Ren, ils seront, en tant que voyageurs, les plus à même de percer le mystère de ce monde hostile. La deuxième faction de personnages se nomme Wise, et pour la résumer en un mot, on va dire qu'il s'agit d'une secte. On peut difficilement en dire plus sans passer en mode spoiler alerte, donc pour le moment, contentez-vous du fait que ce sont eux les méchants de l'histoire, et qu'ils ont un lien avec la raison pour laquelle le monde de Psy-Ren et les créatures qui y vivent existent. Et enfin, il existe une troisième faction, la famille Tenjuin, constituée d'une vieille femme milliardaire et de ses enfants adoptifs, qui depuis le monde normal enquête sur Psy-Ren car la mort du mari de la vieille y est reliée. Mais là, vous devriez vous demander pourquoi est-ce que la famille Tenjuin et les voyageurs ne travaillent pas ensemble, ne partagent pas leurs infos respectives par exemple. Eh bien parce que le maître du jeu ne l'accepte pas, pardi. Surveillant les voyageurs par un moyen dont on parlera incessamment sous peu, Nemesis Q empêche toute personne étant entrée ne serait-ce qu'une seule fois dans Psy-Ren d'en parler à tous ceux qui n'y sont jamais allés. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Du coup, malgré une envie de coopérer dans le but de découvrir la même chose, les deux groupes ne peuvent au final travailler ensemble que de manière très limitée. Ce qui nous donne un tableau d'alignement vachement intéressant de la forme suivante. D'un côté, la famille Tenjuin est relativement en sûreté dans le monde normal, mais est obligée d'enquêter sur Psy-Ren par ses propres moyens sur la seule base de rumeurs. De l'autre, les Wise règnent sans partage sur le monde de Psy-Ren, bien que ne comprenant pas d'où et comment arrivent d'éventuels intrus. Et au milieu, les voyageurs qui sont les seuls capables de faire des allers-retours entre les deux mondes. Donc oui, ils sont peut-être les mieux placés pour découvrir ce qu'est Psy-Ren, mais cela au risque des nombreux risques mortels qu'ils courent à chaque voyage. Ok, alors si on s'arrête là, Psy-Ren semble être un mélange entre manga survival et manga policier, un peu comme si on mélangeait Betum et Détective Conan. Donc si vous aimez ces deux genres, Psy-Ren est fait pour vous, clairement. Si vous n'êtes fan que d'un seul, ça vous permettra peut-être de vous faire une idée du deuxième. Et s'il vous faut un petit truc en plus pour piquer votre intérêt, je vous propose de sortir la carte des pouvoirs psychiques. Vous m'avez bien entendu, dans Psy-Ren, il y a du surnaturel. En effet, la totalité des personnages importants sont ou deviennent des psychistes au cours de l'histoire, ce qui donne par conséquent lieu à de bonnes vieilles batailles de Neketsu des familles. Ici, les pouvoirs psychiques, ou pour faire plus court, le Psy, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai eu envie de faire cette blague, est la faculté d'influer sur l'environnement grâce à la force de l'esprit. Chez les personnages, ce pouvoir se manifeste soit parce qu'ils sont nés avec, à l'instar de Morgane dans Pokémon, soit parce qu'ils ont été exposés à l'atmosphère de Psy-Ren suite à un voyage, cette deuxième façon étant étonnamment la moins courante des deux dans le manga au final. Alors ce qui est intéressant avec ces pouvoirs psychiques dans Psy-Ren, ce ne sont pas les pouvoirs en eux-mêmes, mais la manière dont ils sont utilisés. Par là, je veux dire que la majorité d'entre eux sont des variantes de la télékinésie, de la télépathie, de la téléportation, bref, rien de très original. Par contre, ce qui est effectivement original dans Psy-Ren, et que je vais vous présenter maintenant, c'est la manière dont les personnages évitent le contre-coup de ces pouvoirs. Si vous n'êtes pas trop bête, vous aurez remarqué, je pense, qu'à chaque fois qu'il y a un pouvoir surnaturel dans les mangas de baston, il y a toujours une énergie quelconque qui lui est associée, et qui obéit la plupart du temps à des règles précises, comme par exemple le chakra dans Naruto, le nen dans Hunter x Hunter, l'âme des cartes dans Yu-Gi-Oh! Et en général, soit ces énergies sont en quantité limitée, donc si tu tombes à sec, les techniques deviennent inutilisables, soit leur utilisation entraîne un contre-coup qui s'aggrave de plus en plus à mesure que l'utilisation se poursuit. Après, c'est pas une règle absolue non plus, Moi par exemple, je pourrais faire disparaître n'importe quoi avec Cold Fiction et en n'importe quelle quantité, mais aucune goutte de sueur ne parlera sur mon front. C'est cool, non? Ah oui, ça l'est en effet. C'est juste dommage que ton manque d'empathie t'empêche d'utiliser ce pouvoir pour rendre service aux autres, Tu devais pas t'entraîner à faire bouger des cailloux par la pensée, toi, dis-moi? Et toi, t'étais pas censé juste lire et réciter le script? Monsieur, ça va le faire. On en reparlera quand, grâce à ma manière de présenter les analyses, tes vidéos dépasseront celles de tes collègues en termes de nombre de vues. Mais bon, si monsieur veut garder son côté barbant... Donc reprenons, en ce qui concerne le Psy, il appartient à la deuxième catégorie, vu que plus les persos l'utilisent, et plus ils se fatiguent mentalement, souffrant ainsi de migraines et autres maux de tête. Et du coup, comment faire pour réduire la gravité de ces effets secondaires, ou au minimum ralentir leur arrivée? Eh bien tout simplement en programmant la technique à l'avance. Je crois qu'une explication sera la bienvenue. Prenons au hasard la télékinésie comme support. Grossièrement parlant, le but est de faire bouger un objet par la pensée, et dans le manga, cette technique consiste à rendre l'énergie psychique tangible, à en envelopper un objet, et alors l'objet se déplacera en suivant le flux d'énergie. Dit comme ça a l'air simple.
Mais imaginez maintenant que cet objet doit rester en mouvement sur un temps assez long, et pire que le télékinésiste en manipule d'autres en même temps. Vous vous rendez compte de la concentration nécessaire pour que chacun de ces objets soit maintenu en mouvement tout en gardant les autres également en action? D'où l'invention par nos chers psychistes d'une méthode de programmation de leur technique. Pour faire simple, au lieu de contrôler l'objet en temps réel, le télékinésiste va ajouter à son flux d'énergie une ou plusieurs commandes à suivre dans un ordre précis. En faisant ça, la concentration nécessaire pour atteindre le même résultat est, je cite, divisée par plus de 2. Et ça, c'est une manière vachement originale de rendre un personnage plus fort. Après tout, le cerveau humain est quelquefois comparé à un ordinateur. Or, je ne suis pas expert, mais je pense que n'importe quel informaticien confirmera que programmer une suite automatique d'actions est bien plus économique en termes de temps et d'énergie que d'attendre la fin d'une étape pour lancer la suivante manuellement. Et pour en revenir à ce que je disais sur la surveillance de Nemesis Q tout à l'heure, son pouvoir est également un Psy programmé qui lui permet de savoir à tout instant où se trouve toute personne parlant de Psyren à des outsiders et de s'y téléporter pour le punir. Donc au final, Toshiaki Iwashiro nous offre un très bon mélange entre des pouvoirs vus et revus plein de fois d'un côté et une avancée technologique tirée de notre réalité contemporaine de l'autre. Ça vaut pas mon non-fiction, mais j'admets que c'est bien trouvé quand même. Ok, donc l'alignement des persos c'est fait, l'originalité des pouvoirs c'est fait, et ben il ne nous reste plus que le clou du spectacle apparemment. Donc si vous voulez bien faire attention à ceci, on va maintenant passer au plus gros point de l'analyse de Psyren. Et à la limite, on aurait pu zapper les personnages et les pouvoirs, ce point de l'intrigue est tellement intéressant qu'il mériterait une vidéo à lui tout seul. Le seul problème, c'est que sur l'échelle du spoil, il est grosso modo équivalent à révéler comment fonctionne la drogue qui a fait rajeunir le protagoniste de Détective Conan. Du coup, comme d'habitude, on vous invite à vous rendre au timecode situé en haut à droite de l'écran si vous voulez découvrir le cœur du scénario de Psyren par vous-même. Pour les autres, on va supposer que soit vous connaissez déjà l'intrigue, soit que vous n'en avez rien à foutre de la découvrir via cette vidéo. C'est bon? Tout le monde a bien choisi son camp? Ok, alors c'est parti pour les choses sérieuses. Attention, transition de circonstances. Et oui les gens, l'intrigue de Psyren repose sur des putains de voyages temporels. Et on sait tous ô combien ce genre d'intrigue est risqué sa mère à mettre en place. Par conséquent, voyons si Psyren a eu raison de courir ce risque. Déjà, premier bon point, on a un cadre temporel solide, parce qu'Iwashiro Sensei a eu la sainte illumination d'ajouter des dates qui servent de balises entre les allers-retours. En l'occurrence, le temps présent a lieu au cours de l'année 2008, et attention, voici le spoil ultime de la vidéo, le monde de Psyren est en réalité le monde normal, mais tel qu'il est devenu 10 ans plus tard, donc en 2018. Ça aurait fait 2 ans à partir de maintenant si leur catastrophe s'était produite dans la réalité, vous vous rendez compte? La catastrophe, c'est le nom donné à l'événement qui a marqué la fin de la civilisation humaine. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de la secte des Wise? Eh bien, disons qu'un jour, ils se sont dit qu'ils allaient transformer le monde façon second impact d'Evangélion. La catastrophe en question se trouve également être la 3e balise temporelle qui nous est offerte, et la plus précise de toutes, vu qu'elle est censée avoir eu lieu le 2 décembre 2009. J'aurais pas aimé être à la place des Mayas sur ce coup-là, sérieux. Se prendre un retard de 3 ans et 19 jours, ça doit faire mal au cul quand même. Mais c'est également la plus importante des 3 balises du manga, car c'est grâce à elle qu'entre en scène le second bon point du voyage temporel, à savoir la question sur la modification du futur. En effet, l'objet qui permet au héros de découvrir cette date du 2 décembre 2009 s'avère être une vidéo filmée lors du passage à l'action des Wise que Yoshina et compagnie retrouvent lors de leur 3e voyage à Psyren. Mais là où cette vidéo gagne encore plus d'intérêt, c'est quand on découvre qu'à la suite de chaque nouveau voyage, la scène filmée est légèrement différente de sa version précédente. Et c'est là qu'on se heurte à la grande interrogation, le futur peut-il être modifié? Ou de manière plus générale, est-ce que la modification d'un événement à un point précis du temps entraîne ou pas un futur différent? Alors cette question, elle a une foultitude de réponses possibles en fonction du point de vue des gens. Entre ceux qui disent que tout changement temporel est impossible car l'histoire est écrite à l'avance, ceux qui disent que c'est théoriquement possible mais qu'il faut pas le faire parce que ça entraîne des paradoxes, ceux qui disent que ça créera juste un futur parallèle, et ceux qui sont partisans de la théorie des plans multi-éventualités, moi je dis vivement qu'on mette au point un vrai voyage temporel pour que tout le monde tombe enfin d'accord. Bref, vous l'aurez compris, le manga prend le parti de la réponse affirmative. Le fait de connaître le futur et d'agir en conséquence entraîne une modification, même si c'est pas forcément celle escomptée à la base. En l'occurrence, malgré tous les voyages et toutes les nouvelles informations que Yoshina & Co amassent, il faut quand même bien attendre la fin du manga pour enfin atteindre un futur qui satisfasse tout le monde. Mais le manga pousse la réflexion encore plus loin que ça. À un moment, il y a même une conversation entre Yoshina et la créatrice de Nemesis Q, ou parce qu'en fait Nemesis Q c'est un programme de Psy d'autonomie, donc couplé sur voyage temporel, et vous avez une idée de la puissance de numéro 7, c'est le nom de la fille. Donc lors de cet échange, numéro 7 fait prendre
prendre conscience à Yoshina de la différence qu'il y a entre de légers ajustements et une transformation totale de l'avenir. Si vous voulez, c'est un peu comme ce qui se passe dans les films Retour vers le futur. Dans le premier film, Marty intervient dans le passé de ses parents, et à part un simple changement de leur personnalité, il ne modifie pas la face du monde. Dans le deuxième film, par contre, le voyage que fait le vieux Biff pour donner à son jeune lui l'Almanach des sports provoque une réécriture totale de l'histoire de Hill Valley. Du coup, que feriez-vous à la place de Yoshina? Laisser la catastrophe se produire pour vaincre les Wilds dans le futur et ensuite seulement rebâtir les civilisations humaines avec les survivants éventuels? Ou empêcheriez-vous la catastrophe de se produire au risque de faire disparaître tout ce que les 10 survivants auraient pu créer par la suite? Cruel dilemme, hein? Eh bien, je peux également vous proposer la solution que choisit numéro 7 dans le manga, à savoir ne strictement rien en avoir à foutre. Ah oui, hein, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est que les voyageurs de Psyren découvrent pourquoi les Wise, et en particulier leur chef Miroku Amagi, ont provoqué la catastrophe, mais après que Yoshina Co l'empêche ou non de se produire, cette catastrophe, c'est absolument pas son problème. Donc pour conclure sur ce thème du voyage temporel, on trouve Val et moi qu'il a été très bien utilisé, et que si Psyren devait être utilisé en tant que référence dans un certain domaine, ça devrait être de celui-là. Et au final, Psyren est un manga qui avait un très bon potentiel. Une situation de guerre pleine de suspense, des pouvoirs utilisés de manière assez originale. C'est dommage qu'il ait été gâché par plein de détails négatifs du genre cliché mal utilisé, introduction trop rapide de certains concepts, ou encore un changement de plot aussi logique et nécessaire à l'histoire que l'autre princesse Bugs Bunny. Non mais sérieux, durant toute la première partie de l'histoire, ça nous parle du combat contre les Wise pour découvrir pourquoi ils ont créé Psyren et les en empêcher, et tout d'un coup on nous apprend que la Terre est menacée par un putain d'astéroïde géant. C'est quoi cette merde? Et après il y en a qui s'étonnent qu'il n'y a pas eu d'animé, sans blague. Bon bah maintenant il reste plus que les 5 raisons de lire le manga, donc c'est parti. Numéro 5, il n'y a pas d'animé, donc vous êtes obligé de le lire. Numéro 4, on a droit à un fanservice que Val a qualifié d'ordinaire, c'est-à-dire qu'à part des scènes de câlins de retrouvailles ou des scènes en maillot de bain autour d'une piscine, donc en d'autres termes des situations où le fanservice est legit, il n'y a aucun excès d'ecchi dans ce manga. Numéro 3, l'humour est sympathique, ni exagéré, ni trop mou, et uniquement présent lors des scènes de repos, donc il ne gâche en rien les ambiances sérieuses. Et quant au numéro 2 et 1, il s'agit des pouvoirs de Yoshina et de l'antagoniste principal, Miroku Amagi. On les a mis un peu au même niveau parce qu'ils sont assez originaux dans leur genre respectif. Dans le cas du pouvoir de Miroku, c'est un truc qui joue beaucoup sur les contradictions des codes entre pouvoir gentil et pouvoir méchant, je m'explique. C'est un pouvoir basé sur la lumière et dont l'apparence de base est un arbre, donc des trucs qui sont généralement associés au bien, mais d'un autre côté, cet arbre aspire la vie des gens qu'il touche avec ses branches, en mode celle de Dragon Ball, et porte le nom du plus célèbre antagoniste de la franchise Final Fantasy. Oui, le truc s'appelle Sephiroth. Tu la sens la contradiction du bordel? Et pour ce qui est du pouvoir de Yoshina, la première impression qu'il nous donne, c'est une exaspération du genre. Oh là là, encore un protagoniste avec un pouvoir unique et potentiellement over-cheaté, comment c'était trop pas prévisible. Eh bien cette impression a beau être vraie, elle est largement compensée par le fait que Yoshina est l'un des très rares personnages de Neketsu dont le pouvoir over-cheaté est également intelligemment utilisé par Yoshina lui-même. Par exemple, vous vous rappelez dans Dragon Ball lorsque Goku utilise le Kamehameha avec les pieds. Ça lui permet de voler entre guillemets alors qu'il ne maîtrise pas encore la danse de l'air à ce moment-là et donc de pouvoir continuer son combat contre Piccolo. Et bien dans le cas de Yoshina, ce genre d'utilisation intelligente de son pouvoir, on y assiste non pas à une, non pas à deux, mais bien à 3 reprises au cours de l'histoire. Alors que sur le principe, son pouvoir se résume à un truc aussi simple que le Rasengan de Naruto. C'est une sphère d'énergie qui détruit tout ce qu'elle touche. Et si j'en crois cette feuille sur laquelle il n'y a en réalité strictement rien d'écrit, on est arrivé au moment de la vidéo où Val vous dit merci de l'avoir regardé et où il vous demande de laisser un commentaire ou un clic sur le bouton j'aime si jamais elle vous a plu. Vous pouvez également cliquer sur ce lien pour aller voir la vidéo précédente. Val dispose également d'un compte Twitter et d'une page Facebook qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et sur ce, nous vous disons au revoir et selon la catchphrase de cette émission, à la prochaine bande de personnages secondaires. Misogi! Putain, mais c'est quoi le problème, nom de Dieu? Alors de 1, je t'en prie, tu peux continuer à m'appeler Misogi. Et de 2, je te l'ai déjà dit, une skill, c'est un truc qui vient comme ça. Ton problème, c'est que tu te prends trop la tête à trouver un schéma logique. Ok, admettons. Dans ce cas, autant faire une pause. Où tu vas? Je sors prendre l'air. Qui sait? Une petite promenade devrait me permettre de retrouver des idées claires. Tu gardes la maison?
Pas de problème. Non mais en plus, Misogi, c'est pas comme si j'avais une idée floue du résultat à atteindre. Je veux que la pierre aille en 17,4. C'est pas si compliqué que ça quand même. Qu'est-ce que je disais? Dès qu'il arrête de se prendre la tête, il y arrive.